Ils vont dire, bon, ils ont arrêté de se prendre la tête. Il y a une chose qui nous ralentit, je pense, c'est la peur. Et la deuxième chose, c'est l'envie de pouvoir. On a envie de posséder les gens, on a envie de posséder de l'argent, on a envie de posséder des animaux, des enfants, des employés. Et à un moment, on s'aperçoit qu'en fait, on ne possède rien. Alors on est déçu, on a l'impression d'être trahi, on a l'impression d'être avec des ingrats, on a l'impression que la vie est injuste avec nous. Mais il suffit de nous dire, attendez, on vous prête des trucs, mais il y aura un jour, vous allez devoir tout rendre, parce que, en fait, vous ne possédez rien. Et c'est pour ça que je disais qu'on mange, on devrait dire merci à la bouffe, parce que cette bouffe, pourquoi elle irait à nous, pourquoi elle irait pas aux fourmis ou aux cafards, ils ont autant de droits que nous de manger. Ils sont aussi sympathiques, les cafards, en plus. On va prendre une dernière question, monsieur, parce qu'il y a ça en fil. Ok, 2 questions courtes, s'il vous plaît. Oui. Ah oui, je vais faire des réponses plus courtes. Oui, non, mais c'est... En fait, la première question, c'est concernant votre œuvre que j'ai pas tout lu. J'espère la lire au complet. Quelle place y a-t-il à propos de la synchronicité et ses causes possibles, le temps circulaire ou la multidimensionnalité? J'ai pas envie de m'aventurer là-dedans parce qu'on va larguer tout le monde. Mais, Est-ce que vous l'avez déjà abordé dans un des... oui, j'en ai parlé, mais il y a plein d'auteurs qui l'ont mieux abordé que moi. Donc, les hasards et les coïncidences, c'est vrai que c'est un sujet passionnant, mais je me sens pas suffisamment légitime pour en parler maintenant. D'accord. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que le fait que de plus en plus dans le monde urbain qui est de plus en plus concentré, les gens ne se regardent plus, mais ils sont scotchés sur leur portable, est-ce que ça vous inspire quelque chose à venir? C'est pour ça que je vous ai fait l'expérience tout à l'heure de regarder. Et, il faut faire... L'un des problèmes de notre société est de faire les choses sans en prendre conscience. Donc là, vous avez pris conscience que vous regardiez, après vous avez pris conscience que vous écoutiez, vous avez pris conscience que vous touchiez des choses, mais j'allais dire ce soir en mangeant, vous allez prendre conscience que vous mangez. Et ce soir, en vous couchant, vous allez prendre conscience que vous dormez. Et demain matin, en vous levant, vous allez vous dire, chouette, je suis vivant une journée de plus, il y a du soleil, et je vais pouvoir faire des choses. Ça coûte rien, c'est une prise de conscience, et dès le moment où on fait les choses en conscience, tout d'un coup, vous voyez le monde qui s'harmonise autour de vous, vous ne savez pas pourquoi. Par contre, le contraire de faire les choses en conscience, c'est faire les choses sans y penser. Plus vous faites les choses machinalement, plus vous passez à côté de votre vie. Vous mangez sans y penser, en discutant avec les gens, en regardant la télévision. Vous regardez un film en utilisant votre... Je ne suis pas parfait, je fais ça aussi. En utilisant votre téléphone pour faire des petits jeux. Vous avez tout le temps... Quand vous parlez avec quelqu'un, vous ne l'écoutez pas vraiment. Vous attendez le moment où la personne va se taire pour pouvoir vous-même raconter vos propres problèmes. Toutes ces choses-là, finalement, vous font passer à côté de la vie. Il faut de temps en temps faire le petit exercice que je vous proposais tout à l'heure, c'est être vraiment là. Regarder réellement la personne, l'écouter vraiment, et essayer d'avoir un comportement qui est en harmonie avec le monde. Je n'ai pas d'autre terme qu'harmonie avec le monde. L'expérience d'harmonie avec le monde consiste à marcher en forêt et sentir la vie autour de soi. Vous avez la chance, ici au Québec, vous avez des forêts formidables, vous avez une nature très présente. Si vous avez des problèmes avec le gaz de schiste aussi, qui détruit beaucoup de nature, mais c'est une autre parenthèse. Un moment, mettez-vous dans la forêt, et puis faites l'expérience qu'on a fait tout à l'heure. Regardez, écoutez, sentez. Vous allez entendre plein de vie. Vous allez sentir des odeurs de résine. Et vous allez tout d'un coup comprendre ce que c'est qu'être heureux. C'est ça. C'est pas regarder un film en 3D avec des lunettes spéciales en relief. C'est pas non plus manger des plats avec du champagne, du caviar et tout. C'est savoir apprécier des choses simples, et sans contenter, mais les vivre à fond. Voilà, monsieur. Une dernière question, monsieur, on vous écoute. Votre nom, votre question? Je m'appelle Cédric. Oui. Bonjour Cédric. Bonjour Bernard. Je vais tutoyer parce que je vous connais depuis 23 ans maintenant. Ouais, faut y aller. Tu peux y aller. C'est justement par rapport à ça que j'ai une question à poser qui me paraît importante. Je voudrais savoir quel est ton ressenti quand tu comprends que tu touches, que tu fais grandir, que tu fais changer des jeunes qui passent de l'adolescence au jeune adulte et à l'adulte tout en te suivant, en prenant tes idées. Et je voudrais savoir ce que toi ça te fait. Parce que moi je sais ce que ça me fait de te lire depuis 23 ans, mais je voudrais savoir ce que toi ça te fait.
Alors, il y a une phrase que j'aime bien, qui va être dans la philosophie hindoue, c'est qu'on s'aperçoit qu'on possède quelque chose au moment où on l'offre. C'est en vous offrant ces informations que moi je m'aperçois que je les ai. C'est en venant vous voir et que vous me dites ce que vous ressentez en lisant mes livres, que je comprends ce que je fais. En fait, la fonction d'un bon livre est de rendre ses lecteurs heureux et de leur donner envie de grandir. Si tu me dis que ça t'a fait grandir, j'allais te dire mission réussie, mais j'ai envie de dire aussi que le livre, c'est 50%, c'est toi. C'est-à-dire que j'ai donné un endroit où tu as pu te mettre et tu as utilisé les textes pour monter, mais tu étais déjà prêt. J'aime aussi dire que le livre est un miroir, on s'y retrouve. D'ailleurs, si on demande à quelqu'un de raconter un livre, chacun va raconter une histoire différente, parce que le livre est entré en interférence avec sa vie. Mais un bon livre, c'est un livre qui rappelle au lecteur que c'est lui le héros. Le lecteur, c'est lui le héros, et c'est lui qui doit changer en lisant le livre, mais ça veut dire que tu as laissé le livre que j'ai écrit te changer, donc du coup tu en as profité. C'est un peu comme une vague, tu vois, tu as posé ton surf dessus, mais c'est toi qui surfes. La vague, elle aurait existé si tu n'avais pas surfé dessus. C'est-à-dire que tu as profité de ça pour faire une virée et avoir ce plaisir. Mais il y a des gens peut-être qui lisent mes livres, ça leur fait strictement rien, parce qu'ils sont pas prêts. Ils se disent, oh, c'est quoi cette histoire, ça tient pas le coup, ça part dans tous les sens, pour qui se pense d'auteur. Ils passent à côté du truc, ils en profitent pas. Il y a, dans l'acte de donner, il y a un complémentaire avec l'acte de recevoir. Tu peux donner un cadeau à quelqu'un, si l'autre ne le prend pas, ben, il passe à côté et c'est tout. Et donc, il y a 50% de travail du lecteur, 50% de travail de l'auteur. Mais le mot auteur, et ça j'aime bien le rappeler, vient de auction, qui veut dire augmenter. De octus, je crois en latin. Et augmenter, c'est le propre d'un livre. Il doit augmenter la conscience du lecteur, mais pour ça, il faut qu'il en ait envie. Et vous savez, tu sais, il faut que j'y arrive aussi. Dans la vie, je crois qu'on a ce qu'on est prêt à recevoir. Il y a cette phrase aussi chinoise qui dit « Lorsque l'élève est prêt, le maître arrive ». Tu étais prêt à recevoir ça, donc tu en as profité. Lorsque l'élève n'est pas prêt, il n'en profite pas. Et ce qui me fait plaisir à moi, c'est que un jour je vais crever, et tous les gens qui ont profité de ça vont peut-être avoir envie de le faire fructifier, de le faire vivre, d'en parler à d'autres, d'en parler à leurs enfants, et ainsi, quelque part, cela va me rendre immortel, puisque mon œuvre va continuer à diffuser. On en revient à l'idée de l'Atlantide, c'est-à-dire que lui, quand il est mort, tout son travail a disparu. Mais il a vécu beaucoup plus longtemps que moi, mais ça n'a servi à rien dans la mesure où, dès le moment où le film de la vie s'arrête, tout s'arrête. Mais moi, dans 800 ans, dans 1000 ans, il y aura toujours quelqu'un qui pourra trouver mon livre, et des gens comme toi qui ont parlé de ça et qui auront donné envie à une nouvelle génération d'aller voir, et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, eux, pour améliorer encore. En fait, je veux dire, un troisième truc, c'est que moi, si j'ai écrit ces livres, c'est parce que j'ai reçu beaucoup d'écrivains. C'est-à-dire que j'ai reçu beaucoup d'énergie positive d'écrivains extraordinaires. Et je vais en citer trois, c'est Isaac Asimov, Frank Herbert et Philippe K. Dick. Et ces trois papas-là, je les ai reçus comme des cadeaux. Et je me suis dit, j'ai reçu tellement de bonheur à lire ces livres, j'ai envie d'écrire des livres qui diffusent un peu de la même manière. Peut-être toi, après, tu vas écrire des livres inspirés qui vont à nouveau diffuser. Et c'est cette lumière qui se répand partout, qui fait qu'il y a de plus en plus de lumière, et ça ralentit l'avancée des ténèbres. Alors, le 6e sommeil, c'est votre nouveau roman, Bernard Werber. Il est publié chez Albin Michel, comme toujours, comme depuis 25 ans, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien ce soir. Merci de votre passage. Merci de votre générosité. C'est toujours extraordinaire. Merci. Ce qui est bien, c'est que c'est chiant.